Le département en charge de l'administration territoriale, les partis politiques, la CNI et la DGE en conclave. Au menu des échanges, le fichier consensuel, l'évaluation du projet RAVEC et le contrôle du taux d'enrôlement. C'est parti pour la phase top 12 du championnat national de basketball. Le coup d'envoi a été donné le week-end dernier ici à Bamako. La compétition regroupe les qualifiés de l'Interligue et ceux du district de Bamako. Les fractures chez les enfants, c'est à cela que la chronique santé du jour s'intéresse. Elles arrivent soit au moment de la naissance ou au cours de divers types d'accidents domestiques. La prise en charge relève de la traumatologie infantile. Voilà pour le sommaire. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter cette édition. Je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir à tous. Le Premier ministre Dr Cheikh Modibo Diarra a présidé cet après-midi un conseil de cabinet qui avait pour ordre du jour l'examen de l'avant-projet de loi sur la programmation militaire. Pour l'élaboration de ce projet de loi, tous les états-majors et services techniques ont été mis à contribution pour revoir les structures et les niveaux d'équipement. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Yamoussa Kamara, explique l'esprit du projet de loi et les procédures de sa mise en application. Il est au micro de Tchemoro Sagara. Le projet de loi de programmation vise à cibler les différents domaines sur lesquels il va falloir faire un effort pour faire un niveau pour que notre armée soit vraiment à hauteur de mission. Donc après l'examen de ce projet, nous allons l'enrichir par les critiques et suggestions formulées par les différents départements. Et après ça, le document sera réintroduit cette fois-ci en Conseil des ministres. Une fois qu'il sera adopté à ce niveau-là, il passera pour l'adoption au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous pensons que puisque ça nécessite des investissements très importants, qu'il est nécessaire de faire un plan qui va se réaliser dans la durée. Nous avons prévu 5 ans, au terme desquels nous pensons pouvoir mettre en place un outil qui répond vraiment à nos besoins. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a rencontré ce matin au gouvernorat du district de Bamako les responsables et acteurs concernés par le projet RAVEC. Au menu des échanges, l'évaluation du dit projet, l'élaboration des fichiers consensuels et la lutte contre la fraude électorale, entre autres. Prenait part à la rencontre le ministre délégué en charge de la décentralisation, les représentants de la CNI, de la DGE et des partis politiques. Les explications, c'est avec Mahabadou Doumbia. Les élections générales n'ont pas eu lieu en avril 2012 suite au coup d'État du 22 mars dernier. Mise en veilleuse mais pas oubliée, le RAVEC, le recensement administratif à vocation état civil, revient dans le débat entre partis politiques et départements en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et l'ordre du jour comportait l'état des lieux du fichier consensuel et l'évaluation du projet RAVEC. Nous avons entrepris des contacts avec des partenaires financiers qui assistent particulièrement le Mali quant aux questions électorales. Je peux dire que nous avons de bons espoirs pour pouvoir faire l'état des lieux du fichier consensuel et l'évaluation du projet RAVEC. Nous avons approché des partenaires qui sont prêts à nous assister pour faire l'audit du fichier consensuel et l'évaluation du projet RAVEC. À la lueur des exposés faits sur le RAVEC, les opinions politiques étaient partagées entre élections certes, mais d'abord libération des régions du nord du Mali. Pour certains, les élections d'abord et pour d'autres, la libération des régions du nord. Moi, je pense que si nous prenons en charge les préoccupations majeures de notre peuple, je pense qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de discussion à faire sur ces priorités. Le nord d'abord, la libération des régions du nord d'abord et les élections après. Autre cas évoqué, la situation de nos compatriotes non enrôlés en Côte d'Ivoire, la fraude électorale, le faible taux de participation, notamment à Bamako, et surtout la CENI. Doit-elle continuer d'exister dès l'instant qu'il n'y aura plus d'élections jusqu'en 2013? Il est évident que nous devons réfléchir à savoir au-delà de la CENI, si d'autres institutions ou organisations ou structures impliquées dans l'organisation des élections ou tout simplement dans l'animation de la vie politique, si ces structures sont adaptées à la situation actuelle.
Si ces structures ne sont pas adaptées, bien évidemment, il faut apporter les touches et retouches nécessaires pour permettre à ces structures de cadrer avec le contexte actuel. Sur une population de plus de 14 266 000 recensés, 13 606 000 ont la carte d'identification, soit un taux de plus de 106%. Il reste à enrôler plus de 425 000 Maliens de l'intérieur et plus de 680 000 Maliens de l'extérieur. De la République, une délégation du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a été reçue en audience ce matin par le président de l'Assemblée nationale par intérim. Les députés de ce comité sont venus renouveler leur soutien et leur appui aux autorités maliennes pour la sauvegarde de l'unité nationale et l'organisation d'élections libres et transparentes. La délégation, conduite par son président Dama Dramani, s'est dit également préoccupée par la situation des réfugiés. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour nous enquérir de la situation réelle. Nous avons discuté avec nos amis qui nous ont donné beaucoup d'informations sur la situation actuelle. Mais notre priorité, c'est quoi? C'est de dire au peuple malien que nous sommes solidaires, puisque nous sommes ses représentants. Nous nous sentions tous au CIP, maliens aussi. Donc nous sommes préoccupés par notamment la situation des réfugiés, qui sont des populations démunies, qui sont des populations opprimées aujourd'hui par des groupes. Et nous réaffirmons notre engagement pour l'unité du territoire malien. Nous disons également aux autorités du Mali qu'ensemble, nous devons travailler pour un retour à la normale, à l'ordre constitutionnel. Et cela passe par, naturellement, des élections libres et transparentes. Donc, que ce soit la classe politique, les députés à l'Assemblée nationale, nous tous nous devons œuvrer pour qu'ensemble, on ait un consensus pour faire face à la situation et progressivement donc aller vers les élections qui vont rétablir la normalité au niveau du Mali. Dama Dramani, le président du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, était au micro de Ramata Konaté. Et nous avons cette déclaration de l'association des ressortissants du cercle de Douanzan suite aux événements survenus dans le cercle. L'association condamne avec la dernière rigueur les exactions commises à l'endroit des populations, exige des occupants le respect strict de la dignité des droits des populations déjà meurtries dans leurs âmes, engage la responsabilité du gouvernement de la République du Mali face à cette situation et invite tous les ressortissants à une large mobilisation pour venir en aide aux parents en souffrance. Le ministre des Mines poursuit sa série de rencontres avec les acteurs évoluant dans le secteur. Amadou Babassi a échangé aujourd'hui avec les patrons des sociétés minières et les représentants des sociétés d'exploitation de carrières industrielles. Les patrons des sociétés minières demandent des garanties pour investir dans le secteur. Les détails avec Mohamed Diarra. Bâtir un partenariat fécond pour booster le secteur des mines, telle est l'ambition du ministre en charge des mines. Pour y parvenir, aucune expertise n'est de trop. C'est tout le sens de cette rencontre entre le ministre Amadou Babassi et les représentants des sociétés minières. Ces derniers ont une expérience très avancée dans la recherche minière. D'entrée de jeu, ils ont tenu à rassurer le ministre. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que jusque-là, on constate que personne, ou très rares, sont ceux qui ont fait le choix de jeter l'éponge. Ça veut dire que les fondamentaux sont solides. Ça veut dire que les choix qu'on a faits il y a des années dans le secteur sont des choix importants et qu'il faut s'y tenir. Les opérateurs miniers se disent donc disposés à accompagner le gouvernement pourvu qu'il ait des garanties pour la sécurisation de leurs investissements. Nous vous donnons l'assurance et l'engagement que nous allons prendre des dispositions, des mesures pour sécuriser vraiment vos activités. C'est extrêmement important parce que sans sécurité, on ne peut pas parler de développement. Autre acteur incontournable dans le secteur des mines, c'est bien les sociétés d'exploitation de carrières industrielles. Elles créent de l'emploi et contribuent à la croissance économique du pays.
Le secteur se porte très bien. Concernant le carbone de calcium, nous avons une capacité de production de 75 000 tonnes. Concernant le marbre, l'inauguration est prévue, comme je le disais tantôt, fin décembre, début janvier. Et pour une capacité de production de 600 000 mètres carrés, qui représente quand même 80% du besoin national en revêtement du sol. Les responsables des sociétés d'exploitation se disent favorables à la diversification du secteur minier. En clair, il s'agit de mettre un frein à ce qu'ils appellent la monoculture de l'or. Le ministre en est conscient. La diversification des ressources minières tend vraiment vers l'industrialisation. Je crois que ça, c'est des messages clés. Ensuite, accentuer la recherche dans ce secteur. Le ministre a rassuré ses interlocuteurs de tout son soutien pour que le secteur des mines soit le moteur de l'économie malienne. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a de son côté rencontré ce matin les organisations socio-professionnelles des secteurs de l'élevage et de la pêche. Objectif, échanger avec eux sur certaines activités prioritaires de son département. La rencontre a regroupé les représentants de l'élevage et de la pêche de l'ensemble du pays. Amadou Ouattara. Échanger sur les problèmes auxquels sont confrontés les sous-secteurs de l'élevage et de la pêche, voilà le but recherché par le département de tutelle à travers cette rencontre. Une rencontre qui a permis aux techniciens et aux organisations socio-professionnelles de faire des propositions concrètes pour rendre performants et efficaces ces secteurs. Nous avons parlé des problèmes que nous avons au niveau de la commercialisation, des problèmes que nous avons au niveau de la production de la viande. Et les pêcheurs ont parlé des problèmes qu'ils ont par rapport à la production de poissons. Et tous les différents problèmes par rapport au vol des animaux, par rapport à la production de la viande, par rapport à la production du lait, tout a été posé comme problème. Il y a beaucoup de problèmes. En ce moment-là, le problème d'approvisionnement de Bamako, le problème de financement du bétail, le problème du lait, le problème de l'alimentation des animaux. Pour le ministre, la réussite doit être le résultat des efforts conjugués de tous les acteurs. Et c'est en parfaite communion que les défis seront relevés. Au nombre des défis que nous devons relever, il convient de noter le développement et la valorisation du lait cru local au Mali afin de baisser de manière considérable l'importation du lait et des produits laitiers. L'amélioration de l'alimentation du cheptel en développant notamment les cultures fourragères et les substituts à la graine de coton. La réalisation d'aménagements pastoraux et aquacoles pour nous permettre d'utiliser les riches pâturages souvent non exploités à cause des problèmes d'eau, ainsi que la multitude de plans d'eau dont l'empoisonnement pourrait améliorer notre production piscicole. Après avoir écouté les différents intervenants, le ministre les a rassurés de sa disponibilité et de son engagement à leur côté pour faire de l'élevage et de la pêche des moteurs de l'économie malienne. L'artisanat, un secteur qui traverse aujourd'hui d'un moment très difficile à cause de la crise qui secoue notre pays. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme était justement ce matin avec les acteurs de ce secteur. Ousmane Ag Idrissa s'est entretenu avec eux sur les préoccupations de l'heure afin de dégager des perspectives pour l'avenir. Nando Dambélé nous en parle. Prise de contact assortie d'échanges sur les préoccupations des différents groupements et associations évoluant dans le secteur de l'artisanat et du tourisme. Voilà en substance tout l'objet de cette rencontre qui a permis au ministre Ousmane Ag Idrissa de faire la connaissance physique des responsables des groupements et associations, mais aussi de s'enquérir de leurs préoccupations. Ce n'était pas une séance de travail, donc on a eu la chance de lui présenter nos vœux de succès. Ensuite, on a effleuré les grands chantiers de l'artisanat. Après avoir écouté attentivement les uns et les autres, le ministre a pris bonne note des différentes interventions qui sont toutes de nature à donner un nouveau souffle au département. Quand on parle d'artisanat et de tourisme, bon, les non-avertis pensent que c'est un petit secteur. Il ne représente pas grand-chose, mais quand on écoute toutes les présentations, et ça, c'est les grandes associations. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a une multitude. On se rend compte qu'il s'agit là d'un secteur extrêmement important. Non seulement à travers cette organisation, mais aussi à travers la contribution de ces secteurs dans le développement du pays, dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.
On sait que c'est un secteur clé dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Sa contribution au produit national, au produit intérieur brut, n'est pas de moindre. Les différents problèmes évoqués par les uns et les autres seront examinés ultérieurement en rencontre sectorielle. Le ministre place la communication au centre de toutes les activités. Direction la capitale du Kélédougou. Je vous rappelle que la ville verte a été inondée il y a quelques jours de cela. Le gouvernement de la République n'est pas resté insensible à ce sinistre. Il a apporté son soutien aux victimes des inondations. C'est là à travers le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées qui vient d'offrir une importante quantité de vivres et de médicaments. Sékou Konaté a assisté à la cérémonie de remise. La présente donation destinée aux victimes des inondations de ces derniers mois en 3e région porte sur 30 tonnes de riz, 100 kg de dattes, des paquets de lentilles et des habits. Une action que le département en charge de l'action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées inscrit dans la droite ligne de la solidarité agissante et de l'assistance permanente du gouvernement du Mali à l'endroit des citoyens où qu'ils se trouvent. Nous sommes venus pour vous apporter l'appui du gouvernement, mais également son encouragement. Un geste de solidarité dont la mesure n'échappe nullement à la région. Votre visite aujourd'hui vient, sinon couronner, du moins donner un coup d'accélérateur à cette nécessaire solidarité de tous les jours envers les populations en détresse. Nous saurons à jamais nous souvenir de votre disponibilité personnelle et de l'intérêt que votre département accorde au bien-être de l'homme malien. Et le ministre, tout en remerciant le Seigneur pour la bonne pluviométrie de l'année, d'appeler à un changement de comportement. Nous devons nous réjouir qu'il n'y ait pas eu de perte de vies humaines. Néanmoins, force est de constater que ces phénomènes récurrents sont liés d'abord à notre propre comportement. On vient de voir ce matin, là où cette inondation a eu lieu, les populations sont installées dans un marécage. Donc, par définition, une zone qui retient l'eau. Et ceci nous interpelle tous. Auparavant, le ministre et sa délégation et autorités régionales avaient visité certains sites des inondations du 22 août dans le quartier de Sanobougou 2 à Sikasso. Lancement ce matin à Ségou d'une série de formations que le Servitex Mali dispensera aux cadres et techniciens du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'initiative sectorielle du coton qu'exécute l'UEMOA sur financement de la BAD à Maguiré Ogobaradolo. Ils sont 15 cadres et techniciens des industries textiles du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad à prendre part à cette session de formation. Première d'une série de 4 modules, elle s'inscrit cette formation dans la mise en œuvre du projet d'appui à la filière coton textile PAFICO, financé par la Banque africaine de développement BAD et exécuté par la commission de l'UEMOA. L'objectif global de la présente formation destinée aux cadres et techniciens des industries textiles des pays du C4 est de renforcer la capacité des opérateurs et techniciens aux différents métiers de la filière coton textile et permettre à la région de disposer d'une masse critique de techniciens et d'opérateurs qualifiés, notamment dans le classement instrumental de la fibre de coton. Le représentant de la commission de l'UEMOA a souligné les attentes de son organisation par rapport à cette formation et son engagement à accompagner le Servitex. Rappelons qu'outre le financement de ces formations, la commission de l'UEMOA prévoit le renforcement des capacités du Servitex en le dotant dans les prochains mois des équipements de laboratoire et de métrologie d'une valeur environ de 300 millions de francs CFA. Vous serez suffisamment outillés pour maîtriser le fonctionnement général de tous les équipements de la grosse préparation de filature, détecter tous les défauts de fonctionnement et les problèmes techniques rencontrés autour de la préparation du coton. En effet, durant une semaine, les acteurs techniques vont maîtriser les technologies du battage, du cardage, de la fabrication du ruban de carde et enfin de l'étirage du coton fibre.
Lancement en 5e région du sous-projet renforcement de l'initiative Corridor de lutte contre les IST, le VIH et le sida. L'opération se déroule sur le tronçon routier Djéné-Sévaré-Badiangara, initié par l'ONG Action Mopti. Le projet qui dure 19 mois a pour objectif de réduire la propagation de ces maladies, la morbidité et la mortalité parmi les populations mobiles et riveraines le long de ce axe routier. Il est financé à hauteur de 26 millions de francs CFA. Yaya Bokoum, correspondance. Ce sous-projet renforcement de l'initiative Corridor de lutte contre les IST, le VIH et le sida sur le tronçon routier Carrefour de Djéné-Badiangara est conduit par le consortium Aide et Action Empro Sahel sur financement de l'Union européenne à hauteur de près de 26 millions de francs CFA. Sa mise en œuvre sera réalisée par 6 ONG nationales, dont l'ONG Action Mopti pour une durée de 19 mois. L'objectif principal de ce projet est de réduire la propagation des IST, du VIH et du sida, la morbidité, la mortalité parmi les populations mobiles et riveraines le long de cet axe. Les cibles du projet sont entre autres les porteurs d'uniformes, les travailleuses du sexe et leurs clients, les routiers, les hôteliers, les restaurateurs, les mécaniciens, les vendeuses ambulantes, les enseignants, les élèves, les orphelins et autres enfants vulnérables, le long des axes routiers Djéné-Sévaré-Badiangara. Selon le président du conseil régional de lutte contre le sida qui a rappelé la surprévalence de la région, l'objectif général du projet va en droite ligne avec le cadre stratégique national de lutte contre le sida. Du sport dans ce journal basketball, la phase top 12 du championnat national a donné son coup d'envoi le week-end dernier ici à Bamako. La compétition se joue au pavillon des sports des stades Modibo Keïta et du 26 mars. Elle regroupe les qualifiés de l'Interligue et ceux du district de Bamako. Assa Soumaré nous en parle. Du 1er au 10 septembre 2012, le pavillon du stade Omnisport Modibo Keïta et le palais des sports du 26 mars abritent les rencontres du top 12 édition 2011-2012. Le public est au rendez-vous. Chaque poule disputera un championnat aller simple et les 4 meilleures équipes se qualifient pour les demi-finales. Après 2 journées de compétition, les équipes du district ont montré leur statut de favori en dominant les équipes régionales. En poule A, chez les messieurs, c'est l'AS Real. Après quelques difficultés, signe son retour. Le stade malien aussi revient en force. Noirs et Blancs et Stadis ont chacun 2 victoires, suivis de la commune 1 du CRT et du centre Bintou Dambélé de Koulikoro. En dames, c'est le Djoliba Athletic Club et le stade malien qui mènent la danse devant la commune 3, l'AS Real, le Buton de Ségou et l'AFPSS de Gao. Malgré la situation qui prévaut au nord du pays, l'AFPSS de Gao participe à la compétition. En se présentant avec 5 équipes à Caille pour la phase interligue, d'office, les 5 équipes étaient qualifiées. Donc parmi les 5 équipes présentes, il y avait l'équipe de Gao, la FPSS, qui est présente actuellement à Bamako pour le top 12. Pratiquement, c'est dû aux problèmes que nous connaissons tous et ils n'ont pas pu mobiliser d'équipe pour faire le déplacement comme Gao l'a fait. Mais quand même, ce n'est que partie remise. On a senti quand même un effort de leur part, mais ils n'ont pas pu venir. De l'autre côté, au Palais des Sports du 26 mars en poule B, les hommes du Djoliba Athletic Club tournent leur machine devant le Sigui de Caille, battu 67-28, et l'Espoir de Sigasso mené 106-36. Toujours dans la poule B chez les dames, le duel des uniformes a tourné en faveur des militaires de l'USFAS. Elles ont battu l'Est Police 57-42. A noter que les quarts de finale et les matchs de classement sont prévus le 7 septembre prochain. Et nous allons parler à présent des fractures chez les enfants. C'est à cela que la chronique santé du jour s'intéresse. Notez que chez les tout petits, les fractures arrivent soit au cours de divers types d'accidents domestiques, soit au moment de la naissance. Leur prise en charge relève de la traumatologie infantile. Focus Santé, une réalisation de Tchessira Dambéli.
La fracture est définie comme une rupture de la discontinuité de l'os. Quand la peau est intacte malgré le traumatisme, on dit qu'elle est fermée. Mais lorsqu'il y a une plaie en regard de la fracture, on parle de fracture ouverte, même s'il n'y a pas d'extériorisation de l'os. Les fractures chez les enfants peuvent concerner tous les segments osseux du squelette. Et parmi ces fractures chez l'enfant, donc la fracture du poignet est la plus fréquente et elle représente 20 à 35% de l'ensemble des fractures chez l'enfant. Et autre aspect épidémiologique à souligner, que ces fractures sont beaucoup plus fréquentes chez le garçon que chez la fille. Donc vous avez 60% chez le garçon contre 40% chez la fille. Les traumatismes osseux ne sont pas choses rares chez les enfants puisqu'ils peuvent arriver dès le jour de la naissance comme ils peuvent survenir longtemps après sur la voie publique. Soit c'est un enfant par inadvertance qui monte sur une table à manger et qui tombe du haut de cette table et qui se fait une fracture du poignet ou de n'importe quel segment de son squelette. Vous avez également certaines fractures qui surviennent dans la rue, c'est-à-dire on les appelle les accidents ludiques. Donc ces traumatismes surviennent dans la rue et c'est des enfants qui sont dans la rue qui jouent. Donc souvent ils sont victimes de traumatismes et on les appelle donc des causes ludiques. Nous avons également d'autres étiologies qui sont donc les accidents de la voie publique. Nous avons également les accidents de circulation. Nous avons également donc les accidents de sport chez les grands enfants qui commencent à jouer au football ou bien au basketball. Un rappel donc de la nécessité d'une vigilance accrue chez les parents et chez ceux qui ont la garde des enfants. La prise en charge des traumatismes osseux chez l'enfant peut être orthopédique ou chirurgicale et elle peut malgré tout laisser des séquelles visibles. Quand un enfant a eu une fracture, que ce soit au niveau du fémur, que ce soit au niveau de la jambe, il peut avoir un raccourcissement du membre si la prise en charge n'est pas adéquate. Donc vous avez également des séquelles à type de désaxation, c'est-à-dire le membre au lieu de rester dans l'axe normal, le membre est dévié soit en dehors, soit en dedans. Vous pouvez avoir également des cas d'amputation, donc des fractures qui entraînent des amputations. On peut également avoir des complications qui surviennent souvent même au lieu de l'accident, qui sont des complications vasculaires, c'est-à-dire un segment osseux embroche un vaisseau ou un nerf. Les 6 derniers mois, 5 cas de complications de type gangrène ont été enregistrés au service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré. Des infections et autres formes de traumatisme peuvent se greffer à la fracture lors des tentatives de traitement chez les tradithérapeutes et on estime que la création d'aires de jeu adaptées, plus de vigilance de la part des parents et des accompagnateurs, l'instauration de points de passage spéciaux sur certaines voies, la vulgarisation du code de la route pourrait contribuer à diminuer ces risques de fracture chez les enfants. Le RTM est en deuil. Chaka Tougoula, agent technique de plateau depuis juillet 2011, n'est plus né le 25 avril 1976 à Banagoro, cercle de Kangaba. Il nous a quitté le vendredi 31 août dernier des suites d'une longue maladie. Chaka Tougoula laisse derrière lui une veuve et un garçon. Que la terre lui soit légère. Amen. Sur ce se referme ce journal. Tout de suite, la météo avec Rachel Tessougué. Juste après, le journal télévisé des formations, une présentation de Sira Bachili. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même plateau. Et comme tous les jours, nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Merci et bonsoir. Thank you.